Nous avons considéré que tout contenu lié au thème de l'écologie pouvait potentiellement être caractérisé d'éco-anxieux dans la mesure où il rappelle la gravité de la situation. De plus, c'est l'accumulation de ces contenus qui crée pour l'utilisateur un climat propice à l'éco-anxiété sur les réseaux sociaux. Pour y voir plus clair, nous avons catégorisé ces contenus en tenant compte de la part d'arbitraire d'une telle démarche, certains contenus pouvant se retrouver dans plusieurs des catégories présentées. Le contenu le plus abondant est informationnel et il est majoritairement lié aux médias publics et indépendants. Nous pouvons citer les médias reporters vers le média, qui peuvent véhiculer de l'information liée à des phénomènes dramatiques ou quant aux luttes menées par des militants ou militantes. Le second contenu le plus démocratisé sur la plateforme correspond à un espace plus large que l'on peut nommer vulgarisation scientifique. Il consiste à médiatiser et à rendre accessibles facilement les résultats des recherches scientifiques sur le changement climatique. Ce travail est fait par les groupes producteurs de savoir tels que le GIEC et des vulgarisateurs comme le compte 7UQ. Nous avons aussi le contenu militant produit par des individus ou des groupes militants comme Extinction Rebellion, des ONG comme l'Affaire du siècle. Ceux-ci vont mener des campagnes contre un enjeu de la lutte climatique et écologique comme ICOP en ce moment. Les groupes ou les individus liés à la politique institutionnelle produisent aussi des contenus. On pense à la sphère politique de Twitter, aux multiples comptes des partis politiques ou des personnalités politiques et même des syndicats. On peut aussi distinguer des contenus bien plus humoristiques qui mobilisent plusieurs formes d'humour adaptées à la plateforme sociale. Il s'agit en très large majorité d'humour noir, sarcastique, ironique, duquel s'emparent ces comptes, spécialisés en mèmes. Finalement, une dernière sorte de contenu est très présente sur les réseaux sociaux, à raison d'un post Instagram sur 5 selon nos observations, ce qui est énorme. Il s'agit de la publicité, du contenu sponsorisé ou des partenariats. Il est produit par les organisations publiques, les ONG comme Greenpeace ou WWF, les écoles privées, les influenceuses écolo. La charge émotionnelle de ces posts est souvent très forte, présentant une situation dramatique et une mobilisation certes enthousiaste, mais insuffisante devant l'inaction du gouvernement. S'il peut sembler plus instinctif de penser que seuls les comptes écologiques peuvent provoquer cet état de stress qu'est l'éco-anxiété, en ce qu'ils exacerbent des informations inquiétantes, plus ou moins vraies, vérifiées et vérifiables, il ne faut pas pour autant sous-estimer la portée et l'inquiétude que peuvent susciter les contenus anti-écologiques. Nous allons ainsi revenir sur deux formes de contenus anti-écologiques. Tout d'abord, le contenu climato-sceptique. Il convient d'abord de faire un petit éclaircissement. Le climato-scepticisme est un terme qui désigne la négation du réchauffement climatique, ou tout du moins la réfutation de ses causes anthropiques. Plus que tout autre média, les réseaux sociaux semblent être la plateforme parfaite pour permettre aux climato-sceptiques de s'exprimer. Les réseaux sociaux ne cherchent pas en effet à dire le vrai, ils sont par nature plus communicationnels qu'informatifs, comme le soulevait très justement une personne que nous avons interrogée dans le cadre de cette enquête. Par rapport aux observations que nous avons pu faire, le contenu climato-sceptique est assez peu présent sur Instagram. Il y est, au contraire, même plutôt critiqué, ce qui peut d'une certaine manière avoir un effet contre-productif et s'avérer le mettre en lumière. Sur Twitter, il est déjà beaucoup plus présent, ce qui peut sûrement s'expliquer par le fait que poster un tweet, qu'il soit climato-sceptique ou non, semble beaucoup moins réfléchi que de poster une publication sur Instagram. Ces posts et ces comptes peuvent se révéler être particulièrement angoissants pour une personne qui croit au réchauffement climatique. En effet, c'est en traduisant d'une totale absence de prise de conscience des enjeux environnementaux que les comptes climato-sceptiques peuvent, selon nous, être à l'origine d'éco-anxiété. Au-delà de ça, même les utilisateurs qui critiquent le climato-scepticisme peuvent contribuer à cet état de stress qu'est l'éco-anxiété. En effet, il ne semble jamais y avoir de discussion apaisée sur les réseaux sociaux, notamment autour de la question climatique et environnementale. Il y a toujours une opposition entre réchauffistes et climato-sceptiques, ceux qui n'agissent pas et ceux qui agissent, ceux à qui on reproche de ne pas en faire assez, ceux à qui on reproche d'agir par intérêt, etc. En fait, les réseaux sociaux, temples de la bipolarité et de la radicalité, favorisent cet aspect toujours conflictuel qui ne peut être que source de stress, de malaise et d'inquiétude. C'est pourquoi il semblerait important de se renseigner sur ces questions grâce à d'autres médias plus professionnels et plus déontologiques. Mais les questionnaires que nous avons mis en place ont montré que plus de 14% des gens que nous avons interrogés n'utilisent pas d'autres médias au quotidien et que 44% n'en utilisent que de temps en temps. Par ailleurs, il convient d'évoquer le cas des influenceurs qui, pour une très grande partie d'entre eux, revendiquent un mode de vie extrêmement opulent et loin de toute considération écologique. Les influenceurs poussent souvent à l'achat irréfléchi et compulsif. Ces derniers peuvent en ce sens provoquer de l'éco-anxiété. Comme leur nom l'indique,
Ils sont influents, ont beaucoup de visibilité et conditionnent ce que les gens peuvent penser. S'il est possible de remettre en question la grande contribution des comptes climato-sceptiques sur l'éco-anxiété, car avec les bulles de filtre, une personne qui croit au réchauffement climatique a assez peu de chances finalement de tomber sur du contenu climato-sceptique, ce n'est pas pareil pour les influenceurs. En effet, aujourd'hui, une grande partie des utilisateurs des réseaux sociaux suivent des influenceurs au quotidien. Nous allons à présent nous intéresser aux formes structurelles d'enfermement sur le thème écologique et les différents types de postes et de renforcement de l'éco-anxiété. Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux différentes formes que prennent les messages de sensibilisation à l'éco-anxiété. Pour cela, nous nous appuierons sur un article et une enquête de Julie Lacaze. On a souvent l'idée des images chocs utilisées pour amener le public à s'intéresser à la cause environnementale. Pourtant, à part lorsque nous nous intéressons à des sujets précis comme les feux de forêt, la cause animale ou la fonte des glaces, nous n'avons pas été confrontés à des images choquantes ou à des contenus visant à créer une émotion négative chez l'internaute. En effet, la stratégie de communication, notamment des ONG, s'est transformée. Afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes et de donner envie aux individus de changer leurs habitudes ou modes de vie, les images générant des émotions positives sont plus efficaces. Cela rend le contenu plus attractif car les personnes ont envie de lire les posts ou regarder des images qui peuvent attendrir, par exemple. L'éco-anxiété peut également provenir de l'homogénéité des messages que l'on reçoit sur son fil d'actualité. En effet, c'est l'accumulation de messages qui va créer un sentiment d'oppression, et les personnes ayant répondu à notre questionnaire estiment ainsi que la proportion de contenu écologiste représente 1 à 2 cinquièmes de leurs abonnements. Seules 10 personnes ne suivent pas des posts ayant attrait à la question climatique. Dans les publicités que nous avons relevées sur le compte Instagram que nous avons créé, nous pouvons remarquer une homogénéité de ton. En effet, toutes les publicités vont tourner autour de l'environnement, ce qui témoigne d'une bulle de filtre. En effet, les publicités sont le reflet de nos abonnements et de nos choix de recherche sur Instagram. On retrouve également des publicités de grandes marques qui ne sont pas forcément ciblées car elles reviennent sur le fil d'actualité de tous les utilisateurs. On retrouve alors les deux facettes de la sensibilisation, les émotions positives et les émotions négatives. On trouve cependant peu de publicités avec des émotions négatives car ce n'est pas vendeur. Les émotions négatives vont être générées par des organismes qui visent à sensibiliser les individus. Sur les réseaux sociaux, les créateurs de contenu vont toujours viser à créer un lien empathique ou un lien émotionnel afin que le lecteur se sente impliqué, pour l'inciter à se mobiliser notamment, comme nous le verrons dans la prochaine vidéo. Dans son enquête, Julie Lacaze soulève le fait que toutes les personnes ne sont pas sensibles aux mêmes aspects de la question climatique. Ainsi, les urbains de catégorie socio-professionnelle supérieure sont plus sensibles au thème de la mobilité, tandis que les femmes d'un âge avancé et de catégorie socio-professionnelle inférieure, habitant dans une zone rurale, vont être davantage mobilisées sur le thème de la consommation. Enfin, les hommes de catégorie socio-professionnelle supérieure, propriétaires de maisons dans des villes de taille moyenne, sont sensibles à l'aspect énergétique de la question environnementale. Enfin, Julie Lacaze soulève la corrélation entre forme et place du créateur de contenu. Ce sont davantage les associations et les ONG qui vont pouvoir se permettre un humour ou un ton décalé. En effet, ils possèdent une légitimité qui leur permet de faire passer leur message avec un ton décalé, ce que ne peuvent pas se permettre les organismes privés ou le gouvernement. On peut notamment le remarquer avec les hommes politiques qui créent du contenu écologique. Ils vont davantage utiliser les mots que les images ou l'humour. On voit ici que les émotions vont être recherchées, mais également la rationalité afin de conserver une légitimité. Ainsi, on constate qu'il y a une division de forme et de contenu en fonction du public visé et en fonction du statut de la personne qui poste sur les réseaux sociaux. Cette diversité illustre la difficulté de définir du contenu comme éco-anxieux. En effet, cela reste une question de subjectivité et de contexte, puisqu'un même message, s'il est lu de manière répétitive ou non, ne va pas créer le même sentiment d'oppression et d'urgence.